Ares MMA vient de faire l'acquisition de la BTT, la Bulgarian Top Team, la boîte de management d'athlètes de Guillaume Pelletier. Un gros boom dans la sphère MMA avec pas mal d'incompréhensions sur lesquelles nous allons revenir, notamment la guerre publique entre Guillaume et Lopez qui sont aujourd'hui sous le même holding. Tout ça après notre intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Avant de commencer, Aldric, j'aimerais être factuel et détaillé, car j'ai lu pas mal d'aberrations depuis l'annonce, et je pense que pour commencer ce podcast, c'est important d'avoir une base commune, d'avoir un contexte qui est clair et au plus factuel. Donc on va commencer par la base. Trail Capital, c'est un fonds d'investissement. Pour être un peu plus précis, c'est un fonds d'investissement indépendant qui aide des PME européennes à se développer. L'objectif d'un fonds d'investissement, en gros, c'est, comme l'indique son nom, d'investir des fonds dans des sociétés à haut potentiel en vue de faire un bénéfice une fois le potentiel atteint. Alors, Trail Capital a lancé en décembre 2023 SLAM. SLAM, c'est le fonds d'investissement de Trail Capital qui se spécialise dans le sport, le luxe, l'art et la musique. Pierre Gasly, par exemple, le pilote de Formule 1, est associé à SLAM. On peut voir ça comme un holding, c'est-à-dire une entité qui va englober plusieurs entreprises au sein des 4 secteurs que je viens de citer. Donc, dans le secteur sport, SLAM a lancé Ares MMA en investissant d'abord dans Ares Fighting, mais aussi MMA Factory et le Factory Management. Donc, Ares MMA, c'est pas la promotion, c'est vraiment le nom de eux, ils appellent ça la plateforme MMA qu'ils sont en train de lancer et qui va donc toucher à différents aspects de notre sport. Pas seulement l'organisation d'événements comme Ares Fighting, mais aussi un centre de formation, celui de MMA Factory, une promotion d'événements via Ares, une entreprise de gestion de carrière via Factory Management et aujourd'hui, en fait, une deuxième entreprise de gestion de carrière parce que cette semaine, SLAM a annoncé l'acquisition, et j'insiste sur le mot acquisition, de la Bulgarian Top Team. Et ça, c'est toutes les informations à notre disposition à l'heure actuelle. On n'a pas plus de détails au niveau structurel. Maintenant, dans acquisition, j'entends, en tout cas à mon sens, un investissement qui permet de devenir actionnaire majoritaire. Et l'annonce est faite. Guillaume Pelletier reste le CEO, le PDG de la BTT. On n'a pas les détails sur les contrats, mais on imagine bien qu'il a négocié pour garder ce rôle avec un maximum d'autonomie et de contrôle, malgré une part minoritaire, voire inexistante. On ne sait pas, ça se trouve, il a vendu toutes ses parts. Donc, on ne parle absolument pas de fusion. La BTT et le Management Factory, à ce jour, restent bien 2 projets distincts sous un holding commun. D'ailleurs, sur LinkedIn, on voit l'annonce de SLAM qui l'annonce noir sur blanc. Il précise avoir la gestion de 2 des visages du MMA français, en Cyril Gane, et ils mettent entre parenthèses via Factory Management, et ils rajoutent BSD comme deuxième visage du MMA français, en mettant entre parenthèses via la BTT. Donc, c'est pas une fusion. Voilà. Après cette longue introduction, qui me semblait absolument cruciale pour cette discussion, je vais enfin pouvoir te dire bonjour, comment vas-tu? Que penses-tu de cette actualité et que penses-tu du contexte? Est-ce que j'ai manqué une information qui pourrait s'avérer utile pour la suite de notre podcast? Non, moi je trouvais ton explication assez complète. En tout cas, eu égard aux termes employés, je te cache pas que moi aussi je suis en plein dedans en ce moment, donc je pense connaître un petit peu ces termes, en tout cas en être familier via les avocats et les commissaire aux comptes avec qui je collabore en ce moment. Donc non, j'ai trouvé les termes français, parce qu'en plus, toi, c'est encore plus dur parce que j'ai l'impression que la législation belge, c'est pas tout à fait la même quand même si on a beaucoup de points communs avec vous. Les termes et les termes législatifs, je vois que tu as fait un effort parce que c'est français ce que tu as dit. Enfin, quand je dis français, Merci. C'est pas français dans la langue, c'est français dans les termes. C'est-à-dire que c'est les termes juridiques français, et pour moi, l'explication était tout à propos.
Merci beaucoup. Depuis qu'on a décidé, c'est-à-dire il y a quelques heures, de faire ce sujet, je me suis dit, ok, on va bien le préparer, en tout cas pour le contexte, pour que tout le monde et qu'il n'y ait pas. Parce que j'ai vraiment vu des commentaires sur Twitter, comme très souvent, qui sont à côté de la plaque, et je voulais qu'on puisse au moins, sur la discussion qu'il y aura dans les commentaires de cette vidéo, partir sur une base commune avec une meilleure compréhension de ce qu'on a pu lire, parce que voilà, pour pas mal de gens, c'est peu clair, et même pour moi, c'est un domaine que je connais pas énormément. Donc en me renseignant, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Encore une fois, sur base des informations qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de détails qui peuvent avoir leur importance qu'on ne connaît pas, notamment comment tout ça a été négocié, les parts majoritaires, à quel point Guillaume Pelletier aura un impact dans les décisions stratégiques, parce que comme je le vois, CEO, est-ce que ce sera pas COO plutôt, est-ce qu'il sera pas plutôt dans la gestion des opérations? CEO, ça me laisse entendre qu'il a aussi sa place au board où il y a les décisions stratégiques qui sont prises. Donc, mais voilà, ces informations, on ne les a pas, donc on devra un tout petit peu nuancer quand on rentrera dans ce genre de détails. Ouais, c'est ça. Il y a plein de, on peut pas spéculer de tout parce que ça dépend de plein de trucs. Sans rentrer trop dans le technique, si c'est une SAS, la société qui rachète, il peut y avoir un directeur général et un président, il peut y avoir un comité de prise de décision. Donc là pour pouvoir répondre de façon exacte à la totalité de la base opérative enfin des décisions qui vont être prises, au moins c'est plus simple pour les gens qui nous écoutent dans les semaines à venir, il faudrait être dans les papiers, chose que nous ne sommes pas. Mais voilà, par rapport aux termes qui ont été utilisés, ça me paraît vraiment exact ce que tu as dit en intro. Parfait. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans plus l'actualité. Donc toi, quand tu as vu la news qui a été officialisée avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, quelle a été ta première pensée, ton premier ressenti? Moi, tout ce qui touche à la connaissance et à la reconnaissance de notre sport me paraît positif. Très honnêtement, sans aucune ambiguïté. Moi, je pense que dès qu'il y a des investisseurs, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des investisseurs au sein de Slam, il y a des basketteurs NBA qui ont amené des fonds, comme Rudy Gobert et comme pas mal d'autres basketteurs entre guillemets plurimillionnaires. Donc, je pense qu'à partir de là, ça veut dire juste que le MMA aujourd'hui a toute la reconnaissance et la valorisation qu'il mérite. L'analyste MMA, il est très content. Moi, perso, j'aime pas les monopoles. Donc, ça, c'est mon côté un peu, c'est mon côté un peu Mets et pas Yankee. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les plus petites structures. En tout cas, j'aime pas les monopoles nationaux. Mais à partir du moment où ça crée de l'engouement, que ça génère des moyens, moi, l'analyste MMA et le membre du MMA français valide fortement. Même. Le premier point que j'avais noté, ça rejoint ton premier point aussi. Le fait qu'on ait un fonds d'investissement tel que Trail, qui existe depuis très longtemps, et je pense avoir lu quelque part que en termes de chiffre d'affaires, ça frôle le milliard. Ça fonctionne, ça existe depuis là j'ai pas envie de dire une bêtise, j'avais lu mais j'ai oublié, je pense que ça existe depuis 2012, donc c'est voilà, ça doit avoir les reins solides. Le fait que ça investisse dans le MMA, c'est un très bon indicateur. Si on a une boîte de fonds d'investissement reconnue qui a jeté son œil et qui a commencé à investir dans le MMA, c'est que le sport se porte bien, et en plus c'est un investissement en France, parce que ça reste une boîte qui investit dans les boîtes européennes, comme j'ai dit en début de podcast. Le fait que leur premier client ou leur premier projet autour du sport, c'est dans le MMA, et c'est dans le MMA français, de prime abord, ça ne peut être que positif pour de nombreux acteurs du MMA français. Oui, et puis c'est quelque chose, tu sais, c'est ce qu'on appelle en commerce et en finance une tendance. Donc à partir du moment où une tendance est faite par un poids lourd de la finance, elle va être plus facilement suivie. C'est un peu comme en droit, on parle de jurisprudence, tu vois. C'est pas des lois, mais c'est des us et coutumes, des choses qui sont faites. Et ça, c'est important, parce que si en commerce il y avait une jurisprudence, en voilà une totale. C'est-à-dire que maintenant, les voyants sont au vert pour investir dans une organisation de MMA, les voyants sont au vert pour investir dans le management de MMA, et le voyant sont au vert pour investir dans des équipes de MMA. Donc, ne serait-ce que pour ces voyants, c'est une excellente chose.
Ouais. Et deuxième chose qui me semble positive. Alors là évidemment, on n'a pas les détails, mais ça me paraît logique quand on comprend un peu le fonctionnement d'un fonds d'investissement, quand ça acquiert une société. Ils vont injecter de l'argent dans le projet parce qu'ils pensent qu'en injectant cet argent, il y aura un retour sur investissement sur lequel eux feront un bénéfice dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça, c'est eux qui font leur évaluation. Donc ici, on a un investissement, on ne sait pas combien c'est. Ça se trouve, c'est 5 000, ce qui m'étonnerait très fort. Ça se trouve, on a des chiffres des valeurs à 6 chiffres ou peut-être à 7 chiffres qui rentrent dans une boîte de management soudainement pour investir et développer la boîte de management. Normalement, ça doit être super positif pour tous les athlètes concernés par cette boîte de management, à savoir la BTT. En termes de communication, il y a beaucoup de choses à faire. En termes de branding pour chaque athlète, il y a beaucoup de choses à faire. En termes de visibilité, il y a beaucoup de choses à faire. Et ces 3 piliers représentent, en d'autres termes, des opportunités pour les combattants et aussi des développements annexes. On sait que Guillaume Pelletier a eu des idées assez innovantes qui peuvent être fun si elles sont encore mieux développées, notamment le genre de teuf qu'il fait lors de ces Bulgarian Training Camp, c'est comme ça qu'ils les appellent. Vous m'excuserez si j'ai plus le terme, mais quand il fait ses camps d'entraînement en Bulgarie, il avait fait une fois Team Ayoub contre Team Morgan, je pense. Et l'idée est sympa, je trouve, pour découvrir des nouveaux amateurs, ce genre de choses. Donc avec plus de fonds, il y a peut-être moyen de faire quelque chose encore plus pro. Et qui va gagner de ça? Ça va être notamment les athlètes. Et par conséquent, si on a des meilleurs athlètes en France, les fans vont y gagner avec des meilleurs résultats, meilleures performances. Évidemment, et pour ceux qui nous écoutent, parce que là, on va forcément attirer un nouveau public, parce que c'est la question, là, depuis 2 jours, il y a beaucoup de remous et de débats sur le MMA francophone, mais pour les fidèles de Fight Mind, et il y en a beaucoup, et on reçoit plein de messages, on avait déjà dit avec Chris, je crois que ça fait 2 ou 3 coach calls, j'avais dit que le modèle économique du management arrivait à son terme. Je sais pas si tu te rappelles, Chris, et qu'il fallait absolument changer de ça. Et c'est pour ça que, allez, je fais un petit scoop, un petit croustillant, comme on dit pendant ce podcast. Résilience va être racheté aussi dans les semaines à venir, de façon à avoir une offre plus globale. Et je reviens sur ce que je disais. Aujourd'hui, on demande à ces fighters, et franchement, mais bravo à eux, à tous. Quand je parle de bravo à eux, je parle des Cyril Gane, des Manon Fiorot, des Morgan Charrière et de tous ceux toute cette génération de fighters qui ont mis les pieds à l'UFC en ce moment. On leur demande d'être élitistes, mais sans les moyens. Pour faire un comparatif avec les sports US, parce que tu sais que j'aime beaucoup ça, normalement, c'est l'aboutissement pour un universitaire ou pour un étranger de signer en NFL, en MLB, enfin au baseball, au basket et au football américain. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils sont millionnaires et fin du game, focus sur le sport, et le côté finance, il est réglé. Nous, on demande à ces gars de signer à l'UFC, mais ils crèvent la faim jusqu'au minimum 2e contrat. Parce qu'on va se parler franchement, on essaye d'utiliser des termes juridiques que tout le monde peut comprendre, mais là, on va parler franchement. Ils crèvent la faim. C'est-à-dire que je vais parler chiffres pour qu'il y ait et je vais pas parler de noms, parce que j'ai pas envie de pointer des noms, mais il y a des fighters français qui sont allés à l'UFC et qui ont gagné, tout confondu, moins de 20 000 euros à la fin de leur carrière UFC. Voilà, et qui ont fait 4 combats. Hein. Et au final, quand on enlève les charges, les taxes, le paiement des managements et ce qu'ils ont gagné, tu peux pas acheter une Clio chez Renault. Donc, et oui. Et attends, parce que le chiffre que tu donnes est important, parce que est-ce que tu as considéré le financement des camps là-dedans? Même pas. Ou des 20 000 qu'il prend sur les 4 combats, il faut ok. Même pas les camps. Donc ils ont rien gagné, quoi. C'était vraiment. Donc là, c'est pas une carrière, c'est un hobby. C'est ça, tu as tout dit. Donc aujourd'hui, on te demande. Déjà, c'est dur. Et moi, je vois avec les prospects que j'entraîne en ce moment que aller shooter l'UFC, c'est pas facile. En plus, maintenant, ils sont difficiles sur les méthodes de victoire. Enfin, on va pas revenir dessus, mais aujourd'hui, c'est compliqué d'aller chercher l'UFC. Et cet aboutissement qui devrait être le Graal, alors allez, pas forcément faire de toi un millionnaire tout de suite, mais au moins te mettre à l'abri, ce n'est absolument pas le cas. Alors il faut pas non plus tomber de l'autre côté du prisme et se dire ouais mais ça paye pas du tout l'UFC. Si,
L'UFC paye et l'UFC aujourd'hui est la plus grosse organisation en termes de rémunération. On en dit ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut aller au 3e contrat ou devenir champion. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois sur un précédent Coach Show que ce mode de management doit changer parce que on s'est attelé à construire des carrières. Et quand je dis on, là, c'est toutes les boîtes. Alors, quand je dis toutes, c'est les anciennes boîtes de management françaises. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui poussent comme des champignons parce que c'est à la mode. Et ça, par contre, je garantis pas la valeur et renseignez-vous et faites attention à ce que vous signez. Cela étant, pour les boîtes qui ont prospéré, il y a eu des très belles constructions de carrière. Et ça, les connexions, c'est-à-dire le match-make-up dans son côté, le management, pardon, dans son côté match-up, a été très bien réalisé par les boîtes françaises. On a des très belles carrières avec des hauts, avec des bas. Il n'y a pas que des 8-0 qui ont été faits. Il y a des mecs comme Morgon qui ont eu des défaites, mais ils ont su rebondir, ils ont choisi les bonnes orgas, les bons adversaires. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc sur le match-make-up, sur le match-up, pardon, on sait faire. Et quand je disais que ce paysage devait changer, c'est que il faut aujourd'hui être capable de construire des carrières, avoir des sponsors, des contrats de branding, pour que ces mecs puissent manger, ne serait-ce que comme un ouvrier. Je parle de comme un ouvrier, qu'ils aient un revenu de 1000, 1500, 2000 euros par mois en plus de leur combat, de façon à pouvoir s'entraîner et à construire des camps. On n'en est même pas à financer un camp à 15 000 balles pour ceux qui ont déjà écouté nos podcasts sur le financement d'un camp. On en est à manger s'ils se blessent, si un combat est reporté. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on savait que Ares pouvait susciter l'envie d'investisseurs. Donc ça, c'était une réalité, mais on ne savait pas vraiment si ils avaient acheté le Management Factory et le MM Factory parce que c'était dans l'eau, parce que c'était un global. Aujourd'hui, on a la certitude que le management, en tout cas le portefeuille d'athlètes, peut intéresser également des financiers et que le travail qui doit être fait dessus, ils en ont conscience. Donc ça, déjà aussi, c'est également une très bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire une carrière, c'est aussi donner les éléments et les moyens à un gars doué. Parce qu'en France, on a un vivier de talents exceptionnel, mais ces mecs crèvent la faim. Et c'est là, et c'est en ça qu'il faut les aider par rapport à une mutualisation des revenus là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas eu la certitude dans ma recherche, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis en intro, mais il semblerait qu'ils ont aussi investi dans une boîte liée à la création de contenu, plus orientée média production. Je pense que cette boîte, c'est plus par rapport à Ares Fighting, mais je me demande s'ils vont pas essayer de créer une synergie de sorte à pouvoir utiliser aussi cette boîte de production et de création de contenu pour mettre en avant les athlètes managés par l'entité, je vais dire l'entité Slam parce que du coup c'est la combinaison, je peux pas dire la fusion, mais la combinaison de tous les combattants sous Management Factory plus tous les combattants sous BTT. Et je pense que ce que tu dis est très vrai. Ça, c'est un des gros points positifs encore. C'est les opportunités en termes de sponsoring qui vont se présenter à tous ces combattants qui vont potentiellement pouvoir mieux vivre ou mieux survivre pour certains. Ça dépend desquels on parle. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui manquait drastiquement jusqu'à présent en France. Les boîtes de management ne s'occupaient que du matchmaking. Elles le faisaient très bien, comme tu l'as souligné, mais j'avais pas encore entendu une boîte de management en France qui s'occupait aussi de la recherche de sponsors, de conseils sur le branding et ce genre de choses. Un autre point auquel j'ai pensé pendant que tu parlais, par rapport à la taille que ça peut représenter, la combinaison de BTT plus Management Factory. Comme on le sait à l'UFC, si tu es managé par Ali Abdelaziz, tu es très bien parce qu'il a un gros portefeuille client et parce qu'il a une grosse notoriété, une bonne relation au sein de l'UFC. On a l'impression quand même que l'UFC, grosse entité qu'elle est, fonctionne comme pas mal de multinationales dans la consultance. Je parle de ça parce que c'est quelque chose que je connais. Tu vas dans une multinationale, quand il y a un nouveau poste qui s'ouvre pour une mission précise, la multinationale va d'abord regarder les boîtes de consultance qu'ils ont dans le tier 1. C'est vraiment celles avec lesquelles ils travaillent en premier. Et si dedans, il n'y a pas de profil intéressant, alors ils vont regarder dans le tier 2 et puis dans le tier 3. Et je pense qu'à l'UFC, ça fonctionne un peu de la même manière. Quand ils ont besoin d'un nouveau combattant dans une catégorie de poids, ils vont d'abord contacter Ali Abdelaziz, puis les autres grosses boîtes de management, et puis ils vont commencer à regarder vers les personnes avec qui ils ont très peu travaillé. Et puis si tu as énormément de chance, tu as peut-être l'opportunité de placer ton premier gars à l'UFC en tant que manager qui n'a pas de contact avec. Je pense que tu peux en parler aussi parce que il y a beaucoup de combattants UFC qui signent via un co-management.
C'est très juste que Donc, tu as ton manager de cœur, et puis en fait, pour signer à l'UFC, ton manager de cœur doit s'associer avec un manager qui a déjà une dizaine de combattants à l'UFC, et alors il divise la commission en deux pour pouvoir te signer à l'UFC. C'est ça. En tout cas, les débuts à l'UFC, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et Fernand l'avait confirmé quand il avait fait une interview. J'ai pas entendu Guillaume en parler, donc je veux pas spéculer, mais effectivement, en général, quand tu connais pas, tu rentres toujours par la porte du co-management. Après, c'est pas qu'il y a du favoritisme, mais la chose, elle est quand même compréhensible. Quand tu croises un matchmaker, que tu lui serres la main, que tu prends le temps de boire un café avec lui, c'est plus facile de créer un dialogue, d'avoir son WhatsApp et de pouvoir après lui suggérer. Parce qu'au final, il faut quand même raison garder et il faut quand même comprendre que tu ne fais que suggérer. C'est quand même eux qui décident. Et je vais donner un exemple très simple. Même que tu as une proximité avec le mec, que tu le connais, si ton gars ne finit pas ses combats et même qu'il a un record décent et conforme à leurs attentes, et si à côté de ça, il y a un autre mec qui a un degré d'affinité qui est complètement différent et beaucoup moins intime, mais que le gars en face, c'est un striker qui finit ses fights par KO et qu'il a 4 finishes au premier round, tu l'auras pas le fight. Mais à valeur égale, évidemment que la proximité, le fait de les croiser sur les galas, au pesé, parce que on rappelle que les matchmakers, c'est également ceux que tu vois lors des pesées cérémonielles et matinales. Donc, c'est vrai que plus tu crées un lien de proximité avec eux, plus c'est facile d'avoir un dialogue. Ça, c'est une certitude. Et quand tu les connais pas, avec juste un email, rendons-nous compte de combien d'emails ils reçoivent par jour. C'est un peu la loterie. Il faut qu'ils tombent dessus. Il faut que ta demande matche directement avec un besoin. Et effectivement, il y a un besoin. S'il n'y est pas le besoin, bah, ça va être archivé dans les mails. Et puis, il faut croiser les doigts pour que ça passe. Donc, tu as raison. Plus après, t'es gros. Après, je reviens juste sur un petit truc que je t'ai dit en préambule. Cette situation de monopole, elle me déplaît pour le management, mais elle me déplaît aussi pour ça. Parce qu'en fait, il y a une phrase que je dis souvent à mes gars, c'est petite équipe mais gros moyens. Et quand je dis petite équipe, c'est pas 2 personnes, hein, c'est une dizaine d'athlètes, mais gros moyens. Et pourquoi je parle de ça? Parce que si tu commences à manager trop, et tu as pris un exemple d'Ali Abdelaziz, et je vais te dire ce que je pense, hein, il n'y a pas vraiment de preuves, mais je pense que tu es obligé de faire des sacrifices quand tu as beaucoup d'athlètes à l'UFC. Quand je parle de sacrifice, c'est je te prends ce combat-là qui ne m'arrange pas, mais tu me donnes celui-là. Et en fait, dans le combat-là qui ne t'arrange pas, il y a une carrière alors que tu vas peut-être pas sacrifier, parce que peut-être que le gars, il va relever ce challenge pour lequel il n'était pas favori au départ. Mais quand même, tu vois l'esprit, ouais, très bien. Je te prends ce combat, mais tu me donnes celui-là. Mais alors, ça veut dire qu'il y en a un qui va avoir un match-up qui était, entre guillemets, non désiré, tu vois, soit en short notice, soit avec un adversaire qui était pas bon. Et c'est ça que j'aime pas. Ou même d'autres exemples via Ali Abdelaziz. Quand tu as 2 contenders de la même division, lequel tu mets en avant en premier auprès de l'UFC? C'est ça. Donc, effectivement, il y a plusieurs complexités quand tu as une grosse quantité. La première complexité, c'est quantité et qualité. Avoir les deux ensemble, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Et effectivement, tu peux avoir un genre de conflit d'intérêts. Et justement, là, on a fait beaucoup de positifs. Je sais pas si tu as d'autres points positifs à noter par rapport à cette actualité. Alors, j'ai pas appelé ça des points négatifs, mais moi, j'ai des points d'attention. J'ai plutôt appelé ça comme ça. Et conflit d'intérêts, c'est mon point d'attention, mais sous 2 angles, on va dire. Donc, tu as celui dont tu viens de parler, conflit d'intérêts en tant que grosse boîte de management, qui est prioritaire sur une opportunité pour laquelle 2 personnes peuvent sauter. 2 personnes peuvent avoir la même opportunité. Comment est-ce que tu définis au sein du même management ou de la même entité lequel va prendre la priorité sur l'autre? Donc, il y a des décisions qui seront compliquées par rapport à ça. Et comme tu le dis, il y en a qui seront délaissées. Donc ça, c'est une possibilité. Et pire, comme tu l'as dit, il y aura peut-être des sacrifices. C'est fais-moi cadeau là-dessus et en contrepartie, je te signe lui. Et t'es là, tu fais, ah ouais, et t'as un peu ce côté manager, commission, ok, business is business. Donc, ouais, je vais sacrifier lui pour mettre lui. Et en fait, il faut quand même se rendre compte que, en tant que manager, on en avait déjà parlé dans un podcast, la bienveillance est le point clé. Tu dois avoir envie que ton gars réussisse, que chacun de tes gars réussisse.
Et si c'est pas possible à un moment donné, il y a peut-être un souci d'intégrité qui est possible. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est un point d'attention. Donc comprenez bien le mot point d'attention, c'est un point auquel il faut faire attention pour pas que ce soit négatif. Et alors il y a aussi conflit d'intérêt, management, promoteur. Ouais, aujourd'hui, dans la construction du MMA français, il n'y a pas encore assez, parce que c'est bien, on doit formuler une critique, mais c'est vrai que c'est plus simple si on apporte une solution. Au moment où on se parle, je pense il n'y a pas de solution pour une raison simple, c'est que, regarde, faisons des précédents, et je dis pas ça pour te mettre en avant toi. Tu vas voir pourquoi je parle de toi. Aujourd'hui, il y a quelques exemples de galas réussis avec des matchmakers qui n'étaient pas managers. Et tu en fais partie avec la Sueur FC. Je crois que ça s'appelait comme ça, la Sueur FC, c'est ça. Ouais, LSFC. Mais regarde, il faut quand même. Moi, je te dis la vérité, je pense que c'est pas une bonne chose que le matchmaker il ait une boîte de management. Sauf que aujourd'hui, je sais pas te trouver une autre solution. C'est-à-dire que tu regardes le travail de Jean-Baptiste Shelby, que je salue au passage parce que je sais qu'il nous écoute et il fait un travail formidable, mais il est rattaché à BTT. Ouais. Le travail que faisaient Fernand et Benjamin Sarfati sur Ares, ils étaient rattachés à management, même si on a eu des cartes de folie sur les premiers Ares et encore ceux d'aujourd'hui, parce que moi, en tout cas pour mes athlètes, je travaille toujours, et je le dis, avec Fernand Lopez, que ce soit pour Virgile ou pour Axel, et avec Benjamin Sarfati. Donc, aujourd'hui, j'ai pas à part ce que tu as fait toi avec la Sueur FC, qui n'avait pas d'agence de management à cette époque, et même encore aujourd'hui, je vois pas de contre-exemple. Et même si je me projette sur l'Europe, Graham Boyline avec le Cage Warrior, tu vois. Et c'était mon exemple, ça. Graham Boylan est fort critiqué pour ça. Donc voilà, point d'intention. Désolé de non, te non, couper, non, mais c'est un échange. Point d'attention. Et l'exemple type, c'est Graham Boylan qui est manager. C'est Intensify. Non, je dis peut-être une bêtise. C'est ça. Intensity, ouais. Intensity et alors président en même temps du Cage Warriors. Et pour ceux qui sont passés au Cage Warriors, dont je fais évidemment partie, tu parlais tout à l'heure de l'importance de la relation que tu peux avoir avec un matchmaker. Yann Dean et moi, on était vraiment ultra proches, ce qui a justifié pourquoi on a eu autant d'opportunités au Cage Warriors. Par contre, effectivement, quand tu es au Cage Warriors de l'intérieur, tu vois clairement à quel point il y a du favoritisme, pour tous les combattants signés chez Graham Boylan dans leur construction de carrière vers l'UFC, alors que tous les autres, c'est un peu les seconds choix, pour dire comme ça. Et donc clairement, ce genre de conflit d'intérêt, c'est pas publiquement connu. Par exemple, Graham Boylan, c'est déjà arrivé que publiquement je vois ce genre de critique et ça me rassure dans mon opinion par rapport à ça. Mais tout le monde ne le sait pas. Et donc ici, par rapport à BTT / Management Factory X Ares Fighting, la promotion, il faudra faire gaffe à ça. Ils devront faire gaffe à ça. Et donc pour rebondir sur des exemples, non, effectivement, je n'en ai pas. Mais par contre, la solution n'est pas très compliquée en soi. C'est juste recrute un matchmaker externe. Ouais, mais qui est freelance, qui n'est pas employé par. C'est ça. Aujourd'hui, sur une boîte comme Ares, tu peux essayer parce que le roster, est suffisamment gros pour pouvoir avoir et surtout l'organisation est suffisamment connue pour attirer des talents et que le mec te réponde, tu le contactes via Instagram ou LinkedIn par exemple. Mais c'est vrai que pour l'instant, le tissu du MMA est encore fragile et c'est vrai que c'est des choses qui sont. Tu montes un gala, c'est hyper compliqué. Surtout pour les nouvelles organisations, j'ai envie de te dire. C'est vrai que pour Ares aujourd'hui, je pense que tu peux franchir le pas et te dire, vas-y, on prend un matchmaker neutre, mais parce que l'organisation, elle en est à son 26e ou 28e événement, parce qu'elle est sur UFC Fight Pass et parce qu'il y a déjà pas mal de mecs sous contrat dans cette orga. Mais tu montes une nouvelle orga, comment tu fais? Regarde, je te donne un exemple, Chris, très simple et qui nous appartient. La mairie me donne les clés d'un gala à Nice. J'organise ce gala, mais comment je fais si je prends pas mes gars? C'est hyper compliqué de monter une carte à 8, 10 ou 12 combats comme ça en claquant des doigts parce que on sait en plus que sur la population des combattants qui vont sur des organisations régionales, tu as un taux de pull-out
J'arrive plus à le dire en français. De désistement. Le désistement, pardon, qui est extrêmement important. Tu sais que tu as des mecs qui vont pas venir, qui vont soi-disant rater l'avion, se blesser à 3 jours de l'event et tout ça. Donc, si t'as pas une base consolidée par ton équipe ou les gars de ton management, eh ben c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que je dis que la chose est quand même difficile, même si tu as raison, avec une orga du niveau d'Ares et de la notoriété maintenant d'Ares, c'est peut-être quelque chose qui serait réalisable. Mais en fait, tu me prenais comme bon exemple tout à l'heure. J'ai été, entre guillemets, un moins bon exemple par le passé. Les 3 premiers événements que j'ai organisés, c'était à l'époque où j'étais coach des Red Kings. Et comme tu le dis, tu organises ton propre événement, tu vas fonctionner à la confiance. Et en qui tu as le plus confiance, c'est en tes propres combattants, parce que tu sais que tu vas pouvoir, eux, les cadrer sur tout le côté administratif. Donc forcément, mes premiers événements, ben oui, 50, 60, même peut-être 70% de la carte, il y avait un côté avec mes combattants sur 70% des combats. Et comme tu l'as souligné, quand tu te lances, mais t'as pas les moyens de prendre un matchmaker externe. Tu dois essayer toi-même de faire preuve d'un maximum d'intégrité en disant ok, je mets plusieurs de mes combattants parce qu'au final c'est mon événement, donc il y a personne qui va contre-argumenter là-dessus. Par contre, je dois les mettre dans des combats équitables. Je peux pas faire une carte où tous mes combattants sont favoris à plus de 80%. Ça, ce serait injuste. Donc, je pense que c'est là où tu peux mitiger le conflit d'intérêts. Par contre, pour revenir ici sur le Ares MMA, qui est une entité avec des gros fonds, clairement, ils doivent au moins y réfléchir. Je dis pas qu'ils doivent le faire. Je dis juste que c'est un point d'intention. Donc, soit tu mets, j'en sais rien, Fernand Lopez ou Guillaume Pelletier en tant que matchmaker, parce que je sais que Guillaume Pelletier a aussi cette expérience. Mais en tant que matchmaker, ils doivent faire très gaffe à pas avoir un conflit d'intérêts et à rester un maximum intègre. Ou bien tu choisis une autre solution qui va te coûter plus cher, parce que tu prends pas quelqu'un qui est déjà sous l'entité Slam, tu prends un freelance qui lui n'est pas engagé, n'est pas employé par Slam, qui est vraiment un consultant externe, un maximum neutre évidemment, et tu lui donnes évidemment la mission quoi, avec des rôles et responsabilités très clairs, c'est créer une carte à chacun de nos événements. Alors effectivement, il peut y avoir certaines directives par rapport aux combattants signés, et forcément à l'ARES, il y a des combattants signés qui sont à la BTT et au Management Factory que tu vas devoir considérer pour, mais tu dois avoir une ligne de conduite en disant, ok, tous les combats, les premiers combats hors short notice, j'essaye de faire en sorte que ce soit des matchmaking à 60-40 grand maximum. Non, c'est vrai. Bah, regarde, après, c'est pas que je veuille les défendre, parce qu'en plus, tu sais, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans l'explicatif. Ils expliquent le tissu du MMA français. Et j'ai entendu, je vais pas le citer, le média, parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub, et c'est un très mauvais travail de recherche. Mais il dit oui, mais Boxing Squad, on sait qu'ils sont très proches du Factory. Bah, pas du tout. J'ai aucun lien de... Parce qu'en fait, il justifiait le fait que Virgil Haugen et Axel Fly soient champions d'Ares par le fait que je suis très proche du Factory. Pas du tout. C'est corrélation et causalité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés dans le Ares avec des match-ups compliqués à chaque fois, puisque je pense qu'il n'y a eu aucun cadeau pour aucun des deux et qu'ils ont leur place par leur performance sportive et les combats qu'ils ont gagnés, et pas du tout par le fait que je sois proche du Factory. Après, je m'en suis jamais caché sur les podcasts que j'ai d'excellents rapports avec Benjamin et Fernand, mais il n'y a aucun intérêt commercial ou financier entre nos entités. Tu vois, parce que c'est vrai que souvent on reçoit des questions un peu. Il y a des questions que je traite sur ma page Instagram, et il y a des questions qui m'énervent et qui sont limite un manque de respect. Et pour pas être désagréable, je les zappe. Mais j'ai reçu, tu vois, ça, ce genre de demande. Du coup, est-ce que t'es copain, est-ce que t'es associé? Pourquoi t'as laissé Guillaume Pelletier faire une vidéo chez toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un, Guillaume Pelletier? Si moi personnellement, pour répondre à cette question sur notre antenne, je n'aime pas forcément la télé-réalité, mais j'ai un mec qui est venu s'entraîner avec, pas au Boxing Squad, il est venu s'entraîner avec Ilyes Giroun. Et pourquoi je vais empêcher Ilyes de faire du coaching pour un athlète qui va se battre et qui rentre dans une cage? J'ai aucune raison de le faire. Et à partir du moment où cet athlète s'entraîne sérieusement avec un de mes athlètes,
ça me va et il peut faire ce qu'il veut. Et si, alors, comme tu l'as dit, je pense pas que c'était la meilleure idée qu'il ait eue. Je préfère 1000 fois les idées de Teuf et d'équipe et que j'ai regardé d'ailleurs avec intérêt sur la chaîne de Nocen, c'est celle de Karaté Bushido. Mais après, s'il veut faire se battre des influenceurs, pourquoi pas? Moi, personnellement, je m'en fous et je ne vais pas interdire l'accès de ma salle pour ce genre de choses. Je vais interdire l'accès de ma salle à quelqu'un qui veut faire un combat illégal. Je vais interdire l'accès de ma salle à quelqu'un qui veut faire des combats clandestins. Je vais, tu vois, ou qui n'est pas légitime. Mais j'interdis l'accès. Mais ici, on a une très bonne analogie, je trouve, quand on parle de points d'attention. Par exemple, le projet combat d'influenceurs. Pour moi, c'est un point d'attention parce que ça peut être fait positivement comme négativement selon comment tu l'abordes. J'en ai parlé dans mon live aujourd'hui. Si tu fais un combat d'influenceurs entre deux influenceurs qui ont une image déjà positive et que tu crées du contenu autour de la préparation, c'est-à-dire tu vas mettre deux influenceurs qui vont respecter le sport, qui vont respecter leur préparation, qui vont faire une préparation professionnelle, ça va permettre de mettre de la lumière sur les coulisses du MMA. Comment est-ce qu'on se prépare à un combat de MMA, à quel point ce sport est dur, à quel point ce sport a des valeurs, martiales notamment. Ça peut être pas mal. Et alors, tu les fais pas combattre dans 3 semaines, mais tu leur donnes 6 mois d'entraînement et tu peux vraiment créer un contenu en quel niveau peut-on atteindre en s'entraînant de manière professionnelle et intelligente en MMA. Et ça peut être très, très inspirant pour des jeunes qui veulent se mettre au MMA pour montrer que ça reste très ouvert, ça reste accessible. Il y avait un programme, mais par contre, c'est difficile, tu vois. Il y avait un programme anglophone là-dessus, non? Ce que tu es en train de dire, là, il y avait pas un programme anglophone là-dessus sur des mecs qui démarraient l'entraînement et qui allaient se battre par la suite dans un gala, il me semble, hein? Alors, j'ai pas vu, mais par contre, prenez ça avec des pincettes de chez Pincettes parce que je pense que Brian en a déjà parlé et que c'est un programme qui a été développé par John Kavanagh, donc le coach de McGregor pour ceux qui ne le connaissent pas. From Wimp to Warrior. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est de Wimp, on traduit ça comment? Mauviette. De Mauviette à guerrier, en quelque sorte. Et j'ai pas vu, donc je peux pas vous donner de détails, mais je pense que c'était effectivement ça c'est ça. Le programme assez inspirant. C'est, tu peux être n'importe qui, te mettre au MMA, en trouver une passion et devenir très rapidement fort dans ce sport en t'entraînant de manière intelligente et bien encadrée. Et je pense que c'est ça. Si tu fais un combat d'influenceurs, c'est un point d'attention parce que ça peut être très très positif, comme ça peut être très négatif parce qu'il y a des influenceurs qui ont une image dégueulasse, qui peuvent ne pas respecter le sport, qui peuvent faire n'importe quoi dans la cage. Ça peut vite devenir dangereux et donc ça peut être très mauvais comme ça peut être très bon. Et donc c'est une bonne façon d'illustrer point d'intention parce que moi les 2 points d'intention que j'ai notifiés plus tôt, conflit d'intérêt au sein des managements et conflit d'intérêt entre le fait d'être management et promoteur sous la même entité. Voilà, il faut faire gaffe. Ça peut être bien fait, ça peut être positif, ça peut être très négatif aussi, ça peut être néfaste. Ouais. Mais de toute façon, on est maintenant maintenant le MMA est légalisé en France, ça c'est bien, ça commence à grossir, ça c'est bien, et on est sur une période charnière, et cette période-là, il va falloir être encore plus vigilant. Tu as raison de le dire, c'est-à-dire que moi ça me fait bizarre de parler de ça, parce que j'ai connu la période underground complètement, où tu allais te battre sans même un seul examen médical. Si le mec en face il saignait et que tu revoyais la vidéo, tu te dis putain mais il y a même pas de test HIV. Moi j'ai connu cette période-là. Je te parle d'un truc, anecdote, je casse la mâchoire de Fabricio Nascimento, je sais même pas en quelle année on est au SHC peut-être en 2008 ou en 2009. En Suisse? Ouais. Et en fait, il y a rien. Moi, en revoyant la vidéo, je vois que j'ai du sang partout, que ça me coule même sur le visage. Et en final, je me dis, mais on n'a même pas fait un test HIV, tu vois. Et pour finir cette petite anecdote, je suis allé, en boitant un petit peu, je te dis la vérité, aller faire un test HIV quelques jours après d'être rentré à la maison, tu vois. Et ça, c'était l'ancien MMA. Et maintenant, tu as le nouveau MMA. Et maintenant, il y a cette période charnière où, à mon avis, il va falloir contingenter beaucoup de choses. Je pense que il va falloir mettre un examen un diplôme entre guillemets pour pouvoir gérer les managers et les agents, parce que là voilà, on arrive à une période charnière et les 2-3 prochaines années vont être à mon avis très importantes, et il va y avoir énormément, et là je vais utiliser un mot fort exprès, de bordel, pour que le temps que les choses s'arrangent, parce que maintenant on sait que le sport est bankable, qu'il attire des gens, qu'il attire du pognon en fait, tout simplement. Même et là il va y avoir une période. Il y a des clubs de MMA qui naissent partout. Il y a des gens qui veulent être managers, qui viennent de la musique, de je ne sais quel truc.
Et là, tu as des escrocs, et là, tu as des mecs dangereux. Exact. Et c'est ces 2-3 prochaines années qui vont être, à mon avis, très compliquées. Et apprenez à bien vous entourer et au moins à demander des garanties aux gens avec qui vous parlez, quoi. Ouais, et donc c'est bien que tu en parles parce que ça, clairement, pendant que tu introduisais un peu ta chute, j'étais en train de dire, il faut sortir le mot escroc, il faut sortir le mot escroc, il faut sortir le mot escroc. Et effectivement, dans les milieux qui explosent bien et dans lesquels l'argent commence à rentrer, et là forcément avec Slam, on se rend compte que il y a de l'argent qui commence à bien rentrer en MMA, mais forcément les escrocs vont commencer à tourner de l'œil et à dire, ah tiens, peut-être moyen d'aller se faire quelques pigeons là, même si c'est un sport où tu dis, oh, j'ai pas envie de me faire tabasser par celui que que je vais escroquer, mais faites attention, s'il vous plaît. On le répète tout le temps sur Fight Minds. L'entourage, c'est une des clés fondamentales du succès en MMA. Et d'ailleurs, dans quasi tous les milieux, on n'en fait pas une exception ici. Et ici, je pense que ça rentre sur un terrain parce que tu as utilisé le terme monopole plus d'une fois dans le podcast. Donc, je pense qu'on va un peu toucher à ce point-là parce que tu es en train de dire, voilà, il y a des champignons qui poussent un peu partout, des nouveaux clubs. Donc faites gaffe aussi à la compétence des coachs, la bienveillance des coachs si vous allez dans un club un peu nouveau. Des managers, pareil, essayez de faire gaffe à ça. Et même bienveillance et compétence, ça doit aller ensemble parce que tu peux avoir quelqu'un de bienveillant, mais d'incompétent, c'est très dangereux pour ta carrière. Hein. Ça, sachez-le bien, la bienveillance n'est pas l'unique qualité de votre entourage parce que si c'est un bienveillant incompétent, ça peut vous faire signer des contrats à la rien à voir parce qu'il y a une incompétence et ça peut se retourner contre vous. Donc, soyez bien attentifs à ça. Si vous avez un bienveillant incompétent, assurez-vous qu'il s'associe en co-management avec quelqu'un d'au moins compétent et à la limite, tu prends les deux qualités d'un côté et de l'autre. Donc, il y a des petits trucs qui vont sortir. Il y a des petits champignons qui poussent un peu dans le management, dans le coaching. Mais par contre, s'il y a un monopole, ça va directement les écraser. C'est ça le problème dont tu voulais un peu discuter. C'est ça que tu n'aimes pas dans le fait qu'il y ait une entité monopolaire sur monopolaire. Ouais, je pense que ça se dit. Une entité qui a le monopole sur plusieurs éléments du MMA. C'est ça le risque. On va plutôt se dire c'est pas ce que tu n'aimes pas, c'est quel est le risque. Parce que monopole qui n'abuse pas de son monopole, pas de problème. Dès le moment où tu as une entité avec un monopole qui en abuse, c'est là où les problèmes arrivent. C'est ça d'ailleurs qui était reproché à l'UFC, c'est que non seulement ils ont le monopole, mais ils ont mis des pratiques en place pour maintenir ce monopole, de sorte à pouvoir l'exploiter et en abuser. Tu peux avoir un monopole sans le chercher absolument, sans vouloir le maintenir absolument, et en ayant des pratiques totalement éthiques. Et dans ce cas-là, on n'a rien à reprocher. C'est ça le risque, c'est de ne pas avoir totalement une éthique. En fait, indirectement, tu en as déjà parlé. Alors, avant de reparler de Graham Boylan, on va lui tirer dessus un peu dans ce podcast, mais c'est pas très important. Je tiens à préciser, ne serait-ce que par ma présence, et là c'est pas Fight Mind, c'est Boxing Squad, que ce n'est pas le cas chez Ares aujourd'hui. C'est-à-dire que on se rend compte aujourd'hui, en voyant les ceintures d'Ares, que je suis bémol sur le 93. Le russe, je sais pas s'il est managé par Management Factory ou pas, je sais plus. En tout cas, celui qui a non, puisqu'il a battu Paulin. Donc je pense qu'il est extérieur à la cellule. Virgile est extérieur à leur cellule. Axel est extérieur à leur cellule. Donc au final, ils ont Abou Batili et ils ont Abou Younoussov, les deux Abou. Et au final, tu vois, sur leur ceinture, seules ces deux personnes font partie de leur entité. Donc je trouve le deal respecté et en tout cas ouvert aux autres clubs et aux autres boîtes de management. Donc, mais en quelque sorte, le risque, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais dans les semaines, dans les mois à venir, il se pourrait, quand j'espère Axel et Virgile seront à l'UFC, il se pourrait, tu vois, que les gens ils vont se dire, mais peut-être que si j'arrive BTT ou Management Factory, c'est plus facile pour la construction de ma carrière. Ouais. Et tu vois, dans les années à venir, et c'est ce genre de choses que j'aime pas dans les gros monopoles. Ça, c'est le point numéro 1. Après, le point numéro 2, et si tu veux rebondir, on développe déjà ça, et puis je te donne mon point numéro 2, ou si tu veux que j'enchaîne. J'allais juste dire que effectivement, hein, c'est étant donné que tu vas percevoir les autres boîtes de management comme des concurrents. Tu vas pouvoir peut-être bloquer des portes à ces boîtes-là grâce à ta puissance de monopole. C'est-à-dire, tu as un combattant qui est en train de monter. On sait que Ares est
le tremplin français vers l'UFC. S'il y a une promotion en France, pour l'instant, hein, Hexagone va pouvoir concurrencer à ça aussi prochainement, je pense. Mais à l'instant T, t'es français, tu veux combattre en France et aller à l'UFC par la suite, ton meilleur choix est l'ARES. Ça, c'est la réalité. Mais si tu viens d'une autre boîte de management qui est considérée comme concurrente à BTT / Management Factory, la Res Fighting pourrait faire le choix de ne pas signer ce gars-là en se disant bah non, on va pas lui donner de la lumière parce qu'on préfère mettre ce combattant de chez nous de la même catégorie de poids en avant. Et là, ça devient évidemment un abus de monopole dans ce cas-là. Et donc, je te rejoins amplement. Encore une fois, point d'attention, pas une critique, pas un point négatif. Ça dépend de ce qu'ils en font. C'est vraiment ça l'idée. C'est pour ça que j'ai pris les pincettes de dire aujourd'hui c'est pas le cas, preuve en est, mes gars. Après, il y a une deuxième. Comment dire, c'est pas que ça me chagrine, je vais réutiliser ton terme, ça c'est à surveiller. Si on fait une synthèse et une analyse du paysage du MMA français aujourd'hui de haut niveau, hein, je parle, eh ben, je trouve que avec les moyens qu'ils ont, c'est pas forcément ça que j'attendais d'eux. Je développe. Aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses. Je faisais mon parallèle avec les sports US tout à l'heure, c'est-à-dire que on signe à l'UFC, l'aboutissement sportif est fabuleux parce que tu rentres dans les 700 meilleurs combattants au monde, enfin, en tout cas qui sont signés avec l'organisation, et tu peux encore te retrouver smicard en termes de revenus. Le SMIC, c'est le revenu moyen en France, le revenu minimum en France, pardon, pour ceux qui nous écoutent de Belgique. Et en fait, aujourd'hui, on a deux choses à mettre en place pour pouvoir pérenniser notre statut de nation émergente et intéressante dans le paysage mondial du MMA, c'est les conditions financières des mecs qui rentrent à l'UFC et qui construisent leur carrière même. Pourquoi forcément aller ceux qui rentrent à l'UFC, ceux mêmes qui construisent leur carrière petit à petit, qui font les IMAF et qui vont passer pro et tout ce genre de choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu regardes bien, les seuls mecs qui s'en sortent, c'est les mecs qui ont des gros comptes et qui deviennent des pseudo-influenceurs aussi, des gros comptes Insta, des gros comptes Twitter, des gros comptes sur d'autres réseaux sociaux. Et ça veut dire qu'il faut faire quoi? Il faut forcément être le buzz, mais si c'est pas dans ta personnalité de buzzer, si dans ta personnalité, tu es juste un sportif et que tu ne sais pas te vendre et que tu ne connais pas le côté entertainment, il faut faire quoi? Il faut le faire, t'es forcé de le faire, quoi. Il faut prendre des cours de comédie. Et tu vois, ce truc-là me gêne un peu. Ça, c'est le truc numéro 1. Et le truc numéro 2 qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire en France aussi, c'est entraîner, tout simplement. C'est-à-dire que l'argent, à mon avis, il était plus judicieux de le mettre dans les conditions d'entraînement de nos gars. Tu vois, moi, quand j'écoute un Oumar Sy, que je kiffe en plus, hein, on a pris un petit café à Paris avec lui et Manon, c'était cool. Il y avait également son entraîneur. Il est hyper détente et il a des super vibes. Mais quand je l'entends dire, je me suis barré à Etiti parce qu'il y avait rien en France qui me convenait. Eh ben, c'est pas que ça me fait chier. Tant mieux pour lui. Tu vois, il a trouvé un équilibre avec ce club. Tant mieux. Mais moi, personnellement, ça me chagrine un petit peu. Je le prends pas pour moi. Il a jamais mis les pieds chez moi, Oumar. Tu sais, mais peu importe, que ce soit pour moi ou pas pour moi. Quand j'entends ça et quand j'entends des athlètes qui partent faire leur camp à l'étranger, eh ben, je me dis, ils ont raison parce qu'aujourd'hui, on n'a pas. Moi-même, je l'ai dit sur les Fight Mind. Aujourd'hui, au moment présent, je refuse des demandes de camp de fighters étrangers parce que j'ai pas la structure ni humaine ni sportive pour dire oui, tu vois. Et c'est un triste constat, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je rendais encore hommage à ce club des 13 fighters UFC parce que ils y sont arrivés avec leur sueur et leur sang, tu vois. C'est pas facile en France aujourd'hui de se hisser à ce niveau parce qu'on manque de structure, on manque de moyens. Et pour moi, le plus que dans une très grosse écurie, c'est les moyens qu'il faut mettre en avant. Et bon, peut-être qu'ils vont le faire avec le temps, hein, mais c'est pour ça que j'aime moins ces situations de monopole parce que si tout réside dans la même équipe, qu'on a une sorte de Yankee à la française, eh ben si t'es pas parisien, tu t'entraînes où? Tu t'entraînes pas en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment ça. C'est en cas de monopole, que font-ils du monopole? Si ils font leur truc de leur côté, ils essaient de grandir sans écraser. C'est vraiment ça. Si tu grandis sans écraser les autres, pas de problème, parce que ça veut dire que, ok, à Paris, il y a une grosse écurie, mais ça n'empêche pas les autres écuries de se développer en dehors de Paris. Ils ont juste moins de moyens.
jusqu'au jour où un potentiel autre fonds d'investissement investisse en eux, ou ouais, non, j'allais dire, si Slam investit dans d'autres salles, ça va commencer à faire un gros monopole par contre, et là, ce sera quasi automatiquement de l'abus, même si c'est pas volontaire, parce que tu peux faire un abus de monopole involontairement, ça peut arriver. Mais donc, ouais, j'entends clairement ce que tu dis. Ça peut être vite dangereux, et c'est triste d'entendre un Oumar Sy qui dit, je suis parti aux États-Unis parce que je trouvais rien en France qui me conviennent, alors on peut facilement penser à 4-5 endroits en France où on peut performer à l'UFC, puisqu'on a 5 exemples de coachs français qui ont performé à l'UFC avec leurs combattants qu'ils ont formés de A à Z. D'ailleurs, petit hommage, parce que tout le monde sait que je passerai pas mes vacances avec Guillaume Pelletier dans le milieu du MMA, mais moi je tenais quand même à lui rendre hommage vite fait en parlant d'Omar, parce que c'était lui qui était à l'échauffement d'Omar Sy. On était dans le même vestiaire à l'UFC Paris pendant que je m'occupais de Kevin Jousset, et il était son sparring, c'est-à-dire que toutes les techniques que lui faisait faire l'entraîneur de ITT, il les faisait sur Omar Sy, qui est quand même un physique exceptionnel et hyper athlétique. Les bras-têtes, les bras-beaux, les guillotines, il lui faisait forcer. Dans quel état il a mis son manager, mais qui était présent, hein, qui allait, parce qu'en fait, il fait beaucoup de drills. Je voyais un petit peu des méthodes que moi je j'utilise pas forcément, tu vois, de la part de l'entraîneur de ETT. Et en fait, il lui faisait répéter des techniques et des techniques et des techniques sur du Brabo, sur de la guillotine. C'est des techniques qui sont pénibles, surtout quand on voit les bras qu'a Omar Sy, tu vois. Et en fait, c'est Guillaume Pelletier qui encaissait tout ça et qui en a pris un paquet, hein. Je pense qu'il a pris peut-être 30, vraiment sans abuser, il a pris peut-être 30 ou 40 étranglements, triangles de bras, guillotine et autres techniques qui sont à l'arsenal d'Oumar, et puis il a mouillé le maillot, donc il faut quand même lui rendre hommage sur ça, parce que moi j'étais à côté, je peux te dire que j'ai eu presque de la peine pour lui. Mais ça c'était juste une anecdote, tu vois. Mais c'est vrai que sur la résultante, ça m'énerve quand je vois des mecs. Mais c'est pas que Oumar, attention, hein, des mecs qui vont faire leur camp. Regarde, là dernièrement, même si c'est pas chez moi, j'ai vu Amin Ayoub qui travaille maintenant avec Johnny, alors qu'on sait très bien que Amin, c'est un mec qui a fait quasiment tous ses camps à l'étranger, notamment du côté de l'Asie, Thaïlande et d'autres pays comme ça. Ça, c'était quelque chose qui m'a fait plaisir, tu vois, en tant qu'entraîneur français. Mais en fait, après une fois qu'on aura des gyms qui sont à la hauteur de ce qu'ont les adversaires de nos combattants, c'est pas grave si le mec pour une envie d'évasion, il va faire un camp ailleurs. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne peux que leur donner raison sur les structures qui sont mises à leur disposition, les moyens, la récup active, les sparring. Ils ont raison. On sait pas faire encore, c'est tout, c'est la vérité. Moi, je pense qu'en termes de matière grise, vous avez ce qu'il faut. Donc, ce que j'entends par là, c'est vous avez, comme je le disais, une demi-douzaine de coachs suffisamment compétents pour entraîner des combattants et les amener à un niveau plus que correct UFC. Preuve en est, il y a 4 combattants français dans le top 15 de leurs divisions respectives, 3 qui sont aux portes d'un title shot. C'est pas rien. C'est automatiquement. Il y a un journaliste français qui m'avait contacté pour un travail et qui me posait ce genre de questions en disant: est-ce que vous pensez que la France peut devenir une grande nation du MMA? Et j'étais là, mais vous l'êtes déjà en soi, parce que combien de pays y a-t-il avec 13 combattants dans le roster, dont 4 dans le top 15, dont 3 aux portes d'un title shot? Faites le compte, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et la France, le MMA est légal seulement depuis 4 ans. Donc, en termes de performance, c'est absolument incroyable. Et comme tu l'as souligné, ces performances sont faites à l'exception de l'une ou l'autre, sans grosse structure sportive, infrastructure, j'appelle ça, sans grosse infrastructure. Pour l'instant, tout le succès français, à l'exception de ceux qui s'entraînent en dehors de la France, donc à l'exception de Kevin Jousset et maintenant Oumar Sy, c'est grâce aux compétences des coachs et le coach ne fait pas tout, mais aux compétences des combattants et des coachs et du mariage entre les 11 concernés, quoi. C'est ça. 10 concernés aujourd'hui. C'est ça. Et je pense que vraiment le travail chez nous aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, si on doit faire des perspectives sur le MMA français, c'est virer les escrocs, permettre aux fighters de vivre décemment
et avoir des structures conformes à leurs adversaires. C'est même pas de dire faire des trucs plus, tu vois. C'est conforme aux mecs qu'ils affrontent. On ne parle que de ça, tu vois. Parce que regardez les pseudo-embedded de nos combattants français sur les réseaux sociaux. Le mec, il prend sa bagnole. Chez moi aussi, c'est comme ça parce que j'ai pas encore tout regroupé. Patience, les C'est gars. une Clio qu'ils ont ou... Patience, les gars. On va bientôt revenir vers vous avec de très belles choses à vous annoncer. Mais au moment où je vous parle, mes gars, ils font des allers-retours. Je sais même pas combien de bornes ils font par semaine pour pouvoir bénéficier d'une structure sympa là et d'une autre structure là et la récup active à un endroit et le kiné à un autre endroit et le préparateur physique encore à un autre endroit. Et c'est le cas de tous les combattants français au moment où nous parlons actuellement. Et ça, c'est ce qui leur, c'est ça des freins. Voilà, c'est des freins à la performance et c'est important d'en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, les 3 points les plus importants pour le haut niveau, c'est ceux que je viens d'évoquer. 100% aligné. J'ai rien à ajouter. Est-ce que, justement, moi je pense que j'ai fait le tour de ce qui m'est venu en tête depuis l'annonce. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder Non, je pense par qu'on a rapport fait, à ça? je pense qu'on a fait un tour relativement complet. Encore une fois, aucune accusation et j'en suis avec le Boxing Squad la preuve sportive. Pour l'instant, le matchmaking est bien fait. Les athlètes qui combattent à Arès ont toutes leurs chances et je vous invite, pour ceux qui en ont les moyens, à vérifier ce qu'on disait sur le Cage Warrior, c'est-à-dire que le taux de victoire des mecs de Graham versus le taux de victoire des mecs qui viennent de boîtes de management et d'équipes extérieures. Et vous allez voir que je vais commencer à donner un chiffre. On est à moins de 25% de victoire pour les extérieurs. Je répète ce chiffre, moins de 25% de victoire. Donc ça, c'est ce que j'appelle un mauvais monopole. Tu enlèves méga, t'as moins de 15%. Donc ça, c'est une situation de mauvais monopole. On n'en est pas là du tout, mais c'est à surveiller. Et encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais c'était des points qu'il fallait mettre en avant, en tout cas sur ce nouveau poids lourd, parce qu'on parlait. Là, on va parler d'un poids lourd quand même. Hein, et je vais reprendre leurs termes. 6 mecs sur 13 à l'UFC et ce qui va avec. Mais c'est le dernier point que je veux souligner. On va pas aborder parce que c'est pas un point, c'est vraiment je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir, même dans les équipes. Il y a 2 choses très importantes qu'il faut vraiment enlever, presque j'ai envie d'utiliser un terme juridique abrogé, c'est le 100% management et l'ouverture vers d'autres structures. Je précise. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, et moi le premier, à un moment, on avait le monopole sur Marseille Fight Club et par exemple, le club de Johnny avait le monopole BTT. Ça, c'est pas des bonnes pratiques, c'est pas des bons monopoles de dire voilà, telle boîte de management elle a le monopole de cette équipe. Ça, c'est mauvais. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la structure sportive, elle soit ouverte avec une collaboration de tous les boîtes de management. Même si, regarde, moi, j'ai dit en début de podcast qu'on allait être racheté Résilience pour pouvoir avoir une structure justement qui aille chercher du branding et du sponsoring financier pour les fighters avant même qu'ils soient à l'UFC. Donc pour ça, il fallait fusionner avec d'autres acteurs de cette branche-là en particulier. Et c'est une réalité économique de la vision du marché. Mais en dehors de ça, regarde, dans ma salle, j'ai plusieurs. Il y a des gens que je manage moi-même, il y a des gens qui sont managés par d'autres boîtes de management et les gars s'entraînent. Et mon attention, elle est la même. Mon attention en tant qu'entraîneur, je parle, elle est la même que ce soit des gars que je manage ou que ce soit des gars qui sont managés par d'autres. Et c'est vraiment comme ça aujourd'hui que ça doit se passer, un peu comme au football. Je veux dire, aujourd'hui, on a des exemples qui marchent et c'est vraiment vers ça qu'on doit tendre. Et maintenant que il y a cet argent et ces investisseurs, il faut vraiment pouvoir s'ouvrir et que tout le monde travaille avec tout le monde. Sinon, il y aura encore une fois des mauvais monopoles. Voilà. Le mot-clé que tu as dit ici, c'est collaboration. Je pense que ça, c'est un élément qui est très important à maintenir dans les situations judicieuses où la collaboration doit être faite. Et voilà, quand automatiquement il y a de la concurrence,
forcément. Il faut que la concurrence soit loyale. C'est ça qu'on dit, parce que concurrence déloyale, c'est mauvais. Donc j'imagine que l'inverse, j'enlève dé et ça me fait une concurrence loyale. C'est juste ça, c'est si tu deviens une grosse entité bien plus grosse que les autres, il faut maintenir quand même une concurrence saine. Forcément, qui dit concurrence saine et collaboration sur certaines choses, ça veut dire qu'on s'éloigne d'un monopole abusif et c'est ça qu'on veut évidemment éviter. Donc voilà, pour résumer, cette news est plutôt positive. Il y a vraiment des points factuellement positifs et il n'y a aucun point négatif. Par contre, il y a beaucoup de points d'attention et ce sera dans quelques mois, quelques années qu'on pourra dire si ces points d'attention sont factuellement négatifs ou ont été très bien gérés. Donc réponse dans quelques mois, on verra le réel impact concret de cette actualité. Parfait, rien à ajouter. Aldric, bonne soirée. Merci à toi. Ciao, ciao tout le monde.